children. Yes. Démineur, un métier méconnu et pourtant l'un des plus dangereux au monde. D'intervenir sur un engin explosif, même à une certaine distance, ça constitue un risque. Il y a un danger permanent et on en est tous conscients. Depuis les événements tragiques de 2015, la France a basculé dans une nouvelle forme de terrorisme, où le risque d'attentat à la bombe est plus que jamais imminent. On a des gens extrêmement décidés, qui sont prêts à mourir pour leur cause. Le calme, malgré le chaos, c'est ça qu'on nous demande. Intervention, colis suspect et sécurisation des lieux publics, les démineurs travaillent tous les jours pour déjouer des tentatives d'attentats terroristes. Madame, il y a une alerte à la bombe. J'ai sorti le cutter et j'ai ouvert la valise en deux et j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Et il y avait un engin piégé à l'intérieur. Les gars, attention! Mais ces menaces ne datent pas d'hier. Dès 1890, les démineurs faisaient déjà face à des attentats à la bombe. Le terrorisme est un phénomène déjà récurrent depuis 2 siècles. Au cours du XXe siècle, différentes vagues d'attentats ont bouleversé la France et ont modifié les méthodes d'intervention des démineurs. Nous décrypterons avec eux les outils de haute technologie dont ils se servent quotidiennement. Maintenant, les tenues sont vraiment adaptées pour protéger des éclats, avec des tenues en Kevlar. Ils interviennent tous les jours pour nous protéger, et pourtant, nous ne connaissons pas leur visage. Plongez dans l'histoire et le quotidien des démineurs. Aujourd'hui, la France a atteint son niveau de risque attentat le plus fort. Depuis 2016, selon le patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, la France est même devenue le pays au monde le plus menacé par des attentats à la bombe. Tous les lieux publics sont des cibles potentielles. Chaque colis suspect doit être fouillé et neutralisé. À Paris, une équipe de 25 démineurs est appelée tous les jours. Ils dépendent du laboratoire central de la préfecture de police, le LCPP. Leur QG se situe dans un endroit tenu secret. Le LCPP est le laboratoire central de la préfecture de police. Et donc notre chef qui nous fait travailler, c'est le préfet de police qui est en charge de la sécurité des habitants de Paris. C'est un système qui, en France, est complètement atypique. Dans les autres parties de la France, c'est différent. D'un autre côté, ce système, il peut se comprendre, puisque Paris, c'est la capitale de la France, avec une concentration d'enjeux beaucoup plus élevée que dans la plupart des autres endroits. J'ai 750 de la boucane. Francis est démineur depuis 2004. Juliette a intégré le laboratoire il y a 9 ans. Pour des raisons de sécurité, leurs visages seront masqués. Travailler à deux, ça nous permet de s'appuyer l'un sur l'autre déjà, puisque dans un binôme de démineurs, sur Paris, il n'y a pas de hiérarchie. Et on décide qui, de l'un ou de l'autre, va intervenir. Si jamais il y a à s'exposer, à mettre sa vie en danger, on va essayer de le faire un tour chacun, on va essayer de partager le risque, je dirais. C'est moi qui connais. Ouais. Tous les jours, les démineurs font entre 6 et 10 interventions sur des colis suspects, des véhicules. Par an, nous avons actuellement à peu près 2500 interventions. Il y a 5 ans, c'est assez simple, c'était la moitié. La nouveauté depuis la vague d'attentats de 2015, c'est que ce niveau élevé, il est pérenne. Allez, c'est parti. Le binôme vient d'être appelé car un colis suspect a été repéré. L'adresse communiquée est celle d'une rue parallèle aux Champs-Élysées.
Le quartier est une zone sensible. La galerie du Claridge, 2 étages de boutique de luxe, est encore ouverte aux amateurs de lèche-vitrine. Soudain, une bombe explose dans une poubelle. Depuis plus de 30 ans, de nombreux attentats à la bombe y ont été perpétrés. Un mort, 63 blessés. Un périmètre de sécurité est toujours mis en place par la police avant l'arrivée des démineurs. On a une grande ville, le bruit de la grande ville, et puis on a une petite bulle où tout s'est arrêté parce qu'il y a ce périmètre de sécurité. On est un petit peu comme un médecin dans une salle d'opération. Une fois sur place, les démineurs doivent se renseigner sur la nature de l'objet. Aujourd'hui, c'est un scooter inconnu garé devant les locaux d'une banque qui a inquiété les employés. Donc tu vois un scooter contre la façade de la banque, ok, qui n'est pas connu, donc de l'établissement. J'ai passé aussi, on a le propriétaire, mais personne ne se déplace. Donc c'est pour ça de l'intervention. Donc j'ai bouclé, si tu veux, là aux Champs-Élysées, ok. J'ai bouclé là-bas où de la Auvergne, normalement, il devrait plus y avoir personne qui circule. Les fenêtres au niveau de la banque, là, ils ont évacué leurs fenêtres? Alors écoute, j'ai demandé au chef de sécurité qu'il envoie effectivement qu'il relève tout en arrière-pièce. Ok. Le danger, il est à plusieurs échelles, on va dire. Des fois, on l'appréhende bien, on sait qu'il va être présent, mais après, il s'atténue parce qu'on est dans l'action. On est dans l'action, il y a l'adrénaline, il y a le stress. Du coup, le danger, il passe en arrière-plan. Vu la localisation de l'objet suspect à 2 pas des Champs-Élysées, le binôme décide de procéder à l'ouverture du top case du scooter au plus vite, sans même revêtir l'emblématique tenue de protection. C'est quand même pas évident, par exemple, de bloquer une avenue comme les Champs-Élysées pendant 1 heure. Alors c'est vrai que des fois, on privilégie la rapidité de l'intervention et effectivement, le fait de ne pas revêtir la tenue lourde, on va gagner quelques minutes qui vont éviter à tous les usagers de se retrouver dans des bouchons monumentaux. Donc oui, ça aussi, on prend en compte la vie parisienne. Pour ouvrir le coffre du 2 roues, le démineur sort un des outils de base de sa panoplie, le canon à eau. C'est une cartouche de 12 mm chargée de poudre, mais sans ogive, qui va propulser le liquide. Seulement 20 centilitres d'eau suffiront. Ils sont directement remplis dans le tube et maintenus par un bouchon en plastique. Le canon est raccordé à 2 fils électriques qui chaufferont l'amorce de la cartouche pour la déclencher. Il est actionné à distance. Vous approchez pas trop quand même. Et chaque démineur dans le binôme a une mission différente sur un objet. Il y en a un qui est celui qui va aller faire le déminage proprement dit et celui qui sera en appui. L'idée étant que celui qui va être soumis à la plus forte charge de stress doit être capable de s'appuyer sur quelqu'un en qui il a pleinement confiance pour lui préparer son activité. Il faut un petit peu imaginer comme quelqu'un qui serait en plongée avec un tuyau d'oxygène qui lui arrive et quelqu'un d'autre en haut qui s'assure que l'oxygène arrive. Il faut avoir une confiance absolue. Une fois le canon à eau positionné sous le top case du scooter, le démineur retourne à l'abri avec son coéquipier pour procéder au tir. Attention! La combustion de la poudre crée des gaz qui cherchent à sortir. La pression d'environ 1000 bars propulse ainsi l'eau à 800 mètres secondes. À cette vitesse, elle devient solide et perfore facilement le top case. Mais son état initial de liquide lui permet de pénétrer le colis sans générer d'étincelles dangereuses. Sinon, elle pourrait faire sauter la charge explosive. Pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un colis suspect touché par un canon à eau, nous avons suivi les équipes du LCPP pendant un entraînement. Pour les besoins d'un exercice, ils ont reconstitué le système d'amorçage d'un engin explosif improvisé caché dans une boîte en carton. 3, 2, 1...
Ça, c'est l'eau qui a disloqué, qui a arraché des connectiques. Vous voyez, on voit bien ici, là. Et là, ce qu'on voit, c'est que la charge, là, est toute seule. Elle n'a plus son amorçage. Donc l'amorçage, il est sorti. On peut dire que le colis, là, il est neutralisé. Attention! On ouvre toujours un objet suspect, quel qu'il soit, même s'il n'y a rien à l'intérieur, pour lever le doute, parce que cet objet suspect va être récupéré par les forces de l'ordre, donc il est hors de question qu'on donne un objet sans avoir visité l'intérieur. J'ai regardé, il n'y avait pas d'engin explosif là-dedans, et puis sous la scène, on voit que ce qui est sorti, c'est les casques. À votre 3, je vous écoute. C'est une intervention terminée pour la Beau 3 au niveau de la rue Vernet. Nous avons fait usage d'explosifs RAS, donc le scooter ne contenait rien de dangereux. Ah, c'est parfaitement, monsieur. L'intervention aura duré à peine 15 minutes. Ces résultats font la fierté du LCPP. Il faut dire que le laboratoire central a plus de 100 ans d'expérience. C'est la plus ancienne unité française d'intervention sur engins explosifs. Elle existait avant même que le mot déminage ne soit inventé. Le laboratoire est tout d'abord créé en 1878 pour lutter contre la fraude sur les denrées alimentaires. Au tournant du XXe siècle, la chimie participe à l'essor de la deuxième révolution industrielle et permet à l'époque de donner une analyse scientifique. Et donc c'était très moderne de créer un laboratoire scientifique pour contrôler la salubrité des aliments, des boissons que les Parisiens consommaient. C'est de là que vient le nom laboratoire central. C'est tout simplement qu'il y a des laboratoires de chimie. C'est vrai qu'on n'imagine pas sous le nom laboratoire des démineurs. Mais la vocation première du laboratoire va être modifiée à cause d'une vague d'attentats anarchistes. L'anarchisme, c'est ce courant philosophique et politique qui se développe en Europe au XIXe siècle et qui prône l'égalité sociale. Cette vague d'attentats anarchistes, c'est la première vague d'attentats terroristes commises par des petits groupes. C'est un phénomène nouveau. Ils visaient des lieux emblématiques, comme par exemple la Chambre des députés en 1893. Les attentats se succèdent contre des personnalités ou des bâtiments officiels. Les anarchistes utilisent principalement une toute nouvelle invention, la dynamite. Les années 1890 constituèrent une véritable décennie de la bombe. C'est pour cela que des artificiers vont être intégrés au laboratoire. Il fallait créer en quelque sorte ce métier, parce que c'est un métier. De mener une investigation technique sur un site, sur un engin explosif, ce sont les premiers pas de la police scientifique en fait. Les tout premiers comptes rendus d'enquête détaillent déjà les engins utilisés. On y découvre des bombes artisanales cachées dans des cocottes minutes ou autres boîtes de conserve. Les bombes que les anarchistes utilisaient étaient constituées donc d'ustensiles, par exemple des ustensiles de cuisine comme des cocottes minutes, dans lesquelles ils mettaient des mélanges de poudre pyrotechnique ou d'explosifs. Ce sont des engins explosifs improvisés, EEI, qui étaient préparés par quelques personnes. Après l'arrestation et la condamnation à mort des grandes figures anarchistes, le laboratoire va devenir une référence. Pendant la Première Guerre mondiale, il participe à l'étude des bombes allemandes qui tombent sur Paris. Mais il faudra attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à cause des 13 millions de mines enterrées sous le sol français, pour que le gouvernement provisoire commence la dépollution. C'est à ce moment-là qu'on invente le mot démineur. Donc au mois de novembre 1944 est créé le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Eh bien, ce ministère va disposer d'une section, ça va être vulgairement, on va l'appeler section déminage, qui va être confiée à Raymond Aubrac, le résistant et époux de la célèbre Lucie Aubrac. Et c'est lui qui va être responsable eh bien, de toutes les missions de déminage sur les frontières françaises. Le service du déminage de la sécurité civile, lui, a été créé en février 1945 par une ordonnance du général de Gaulle pour déjà débarrasser essentiellement les mines qu'il y avait sur les plages du débarquement. Et ensuite, le service a évolué sur le territoire national pour pouvoir enlever toutes les munitions qui étaient retrouvées sur les terrains agricoles. Dans les années 60, la mission des services de déminage français va encore évoluer. C'est à la suite d'un attentat manqué sur le général de Gaulle lors d'une visite officielle
qu'ils vont être affectés à la sécurisation des lieux sensibles. L'engin aurait dû exploser au passage du président de la République. C'était une machine infernale bourrée d'explosifs. Pour la petite histoire, cet attentat a échoué parce que le dispositif ne fonctionnait pas. Néanmoins, le gestionnaire du lieu avait refusé la visite des démineurs. Depuis cette date, la visite des démineurs est strictement impérative quand il y a un déplacement du chef de l'État. Le congrès du MEDEF est l'un des événements politiques importants de l'année. Présidents ou chefs de gouvernement y font souvent une apparition. Pendant 2 jours, près de 11 ministres et 7500 chefs d'entreprise passeront sur le campus d'une des plus prestigieuses écoles de commerce de France. L'effervescence de cette journée tranche avec le calme du petit matin. Car c'est à l'aube que la sécurisation du lieu a commencé. Donc l'entrée principale va être ici, nous on va se garer dans le coin, on mettra nos véhicules ici. Donc la première équipe, donc tous les sous-sols avec les bâtiments, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la zone la plus sensible du site. Okay, donc on va faire quand même une première visite. Et à ce moment-là, quand le chien arrivera, à ce moment-là on fera passer le chien, on le fera ouvrir s'il y a possibilité, et pour qu'on puisse bosser. C'est bon? Ok. Vous me suivez? La sécurisation des lieux publics avant la visite d'une personnalité, c'est toujours quelque chose d'extrêmement difficile. L'objectif, il est clair, il est simple, c'est éviter qu'il y ait un objet caché dans un placard, un faux plafond ou que sais-je. Ce matin, on est venu donc pour faire une visite de sécurité du site. Donc on a des personnalités qui viennent aujourd'hui. On a 2 équipes des mineurs, 2 binômes qui sont sur place. Et ensuite, on a donc 2 équipes cynophiles. Allez, on cherche. Pour sécuriser une surface aussi vaste, les démineurs sont aidés par une équipe cynotechnique. L'odorat ultra développé du chien permet en un temps record d'analyser les substances chimiques volatiles présentes dans l'air. C'est ça, doucement. Ici, là, la poubelle. Voilà. Le chien Enzo peut détecter 17 à 18 explosifs. Ce sont des explosifs qu'il a mémorisés lors d'une période de dressage. Souvent, on en rentre dans des salles, il faudrait à chaque fois ouvrir les cartons pour vérifier tout ça. Et ils se sont rendus compte que le chien, à plus de 92%, c'était fiable. Aucune bombe n'a explosé ce jour-là, mais le risque est bien réel. Pour connaître les effets d'une telle menace sur l'homme, il faut comprendre comment fonctionne une explosion. C'est pendant une formation donnée par les équipes de déminage du laboratoire central que les formateurs vont démontrer les différents effets d'une explosion. Donc ça, c'est de l'explosif conventionnel, de type plastique, c'est du Semtex. 3, 2, 1... Une explosion, c'est en fait une libération soudaine d'énergie. Cette énergie, ensuite, elle est dissipée. Alors, elle est dissipée à travers un souffle. Une explosion est une réaction qui entraîne une modification de la pression atmosphérique qui va engendrer une surpression. Est alors créée une formidable onde de choc qui se propage depuis le noyau et va tout souffler sur son passage. Une onde de choc, c'est une discontinuité brutale de pression, de température, de masse volumique et en même temps de vitesse. C'est pas un coup de vent, c'est plutôt une grosse claque, je veux dire, parce que c'est violent par l'augmentation de la pression. Mais en même temps, derrière, eh bien, ça met en mouvement l'air environnant. Donc voilà le résultat. Donc évidemment, plus rien ici. Et ici, l'effet de souffle, il est bien ciblé ici, là, sur le sable. C'est pour ça qu'on le met ici, d'ailleurs. On voit bien ici l'onde explosive qui a fait son effet, là, ici. L'effet de l'explosion
est très dangereux pour l'individu. Il va premièrement recevoir un effet de blast. Les lésions provoquées par la surpression de l'air d'une explosion s'appellent le blast. Les viscères sont flottantes à l'intérieur du corps. Les viscères, les poumons, le cerveau dans la tête, sont des organes qui flottent dans le corps. Donc si j'applique au corps humain une vitesse très importante, à l'intérieur, il va y avoir un décalage et les organes vont venir taper, mes poumons vont taper dans la cage thoracique, mon cerveau va venir taper contre la boîte crânienne. Ah là, le mannequin, il a un peu pris. Hein. Donc là, on voit encore plus les ondes explosives qui sont passées là et là. Hein. On les voit bien plus, puisque la quantité devient plus importante. Et là, vous avez vraiment senti le souffle. D'ailleurs, on avait mis ce mannequin ici, là. Et malgré sa tenue, hein, il a vraiment pris tout au long. Donc aucun éclat, mais c'est le souffle. Donc le fameux effet de blast, il est là. Si on est sur la ligne de propagation du blast, on a peu de chances de s'en sortir, surtout si en plus il y a des fragments qui sont propulsés. La fragmentation ou le blast sont autant de risques qui font partie du quotidien des démineurs. C'est pour s'en prémunir qu'ils ont depuis toujours cherché à se protéger. Mais l'emblématique vêtement de protection, appelé tenue lourde, n'est arrivé en France que dans les années 80. Avant ça, le démineur, c'était un petit peu la débrouille, quoi. C'était un gilet par éclat ou par balle. C'était l'âge de pierre. On n'avait même pas de visière de protection. On avait des lunettes en plastique. On avait des lunettes de chantier en plastique. Avec un casque de CRS, avec une visière un peu épaisse, qu'on estimait protégée, mais tout compte fait qu'il protégeait de pas grand-chose. Les tenues vont évoluer petit à petit. Et c'est à la fin des années 70, avec l'utilisation de matériaux comme le Kevlar, qu'elles vont se moderniser. Et c'est une tenue emblématique qui va révolutionner les méthodes d'approche des démineurs. La tenue EOD-7B. Son concepteur est canadien. Il s'appelle Richard Labbé. Diplômé en génie mécanique en 1979, il fonde une société qui conçoit et fabrique des tenues, des casques et des produits électroniques de protection. Ce qui va populariser cette tenue auprès de ses clients, c'est que Richard assure lui-même la démonstration. La visière est amovible et vous avez le protège-menton, comme vous pouvez voir. C'est extrêmement important que l'équipement soit confortable. Mais ce qui va définitivement asseoir la réputation de la tenue, c'est qu'il va même jusqu'à s'improviser des mineurs. Il s'est fait exploser 19 fois dans une de ses propres tenues en étant à 3 mètres de 1 kg d'explosifs. Il a organisé le système de protection pour faire en sorte que la tenue absorbe une partie du blast, ce qui est très important, absorbe une partie de la fragmentation, soit aussi anti-feu. Et si jamais l'opérateur est trop près de la charge et qu'il est projeté, parce que l'effet de souffle est très fort, puisse aussi protéger contre l'impact l'opérateur. Bien que cette tenue révolutionnaire pour l'époque constitue un rempart contre certaines explosions, un détail va obliger son constructeur à la faire évoluer rapidement. Alors le danger de cette tenue, parce que je l'ai vécu une fois, c'est le thermostress. Le thermostress, vous montez tellement en température à l'intérieur que vous êtes tellement pris que vous allez exploser à l'intérieur, vous vous sentez tellement mal que même face à un danger, vous l'enlevez. Justement, pourquoi a été inventé ces gilets réfrigérants à l'intérieur? Je ne l'avais pas à l'époque. J'intervenais sur un objet suspect dans un train. Eh bien, j'ai carrément enlevé la tenue parce que j'arrivais plus à travailler correctement. Le thermostress était là. En 20 ans, les tenues vont continuer à s'améliorer. Elles sont devenues plus ergonomiques, mais aussi moins lourdes et moins encombrantes. La toute dernière évolution s'appelle la EOD-10. Elle est composée de plaques par éclat en acier et d'un revêtement en fibre de Kevlar. La télécommande est le centre de contrôle de la tenue du démineur. D'ici, il peut commander l'allumage du casque, la ventilation ou la radio pour parler à son binôme. La tenue de protection, on la met vraiment
il y a un danger et quand on est obligé de s'approcher. Mais on essaie de la mettre vraiment dans les cas extrêmes puisque c'est compliqué de travailler avec ça sur le dos. En plus de son poids, dans certaines conditions, la tenue s'avérera inutile. Une tenue de protection sur l'intervention sur l'objet suspect, on a ce qu'il faut. Mais si la bombe, on est juste dessus, ça ne protégera pas. Il faut savoir que s'il y a 10 kg d'explosifs et on a la tenue lourde et on est agenouillé sur la charge, on ne peut pas survivre, c'est pas possible. Parce qu'on a ce blast qui va être beaucoup trop fort. En fait, de temps en temps, on va plus vite, on s'expose moins longtemps en ne s'équipant pas de cette tenue. Du coup, on reste moins longtemps près du paquet, mais on est moins protégé. Alors qu'avec la tenue, on va rester un peu plus longtemps, mais on est protégé. Du coup, c'est difficile de faire le ratio, et ça, c'est aux démineurs d'en juger. Cette tenue, distribuée dans le monde entier, est quand même une révolution en matière de protection. En témoigne cette vidéo de surveillance d'un démineur indonésien piégé en pleine intervention. Aujourd'hui, on a réussi à atteindre un niveau de sécurité pour les démineurs en France qui est exceptionnel quand on se compare à l'ensemble des pays du monde. Même par rapport aux autres pays européens, on est à un très bon niveau de sécurité de nos démineurs. Si on regarde les statistiques des années 60, rares étaient les démineurs qui n'étaient jamais blessés, parfois gravement, voire tués, lors de leurs interventions. Dans les années 60, les actions terroristes vont monter en puissance. Une vague d'attentats contre des cibles stratégiques et symboliques est attribuée au FLN. La question sur l'indépendance de l'Algérie est au cœur des conflits. L'OAS, un groupe d'extrême droite qui se bat pour que l'Algérie reste française, fait aussi pression sur le gouvernement. Paris n'a pas été épargné. Une flambée d'attentats au plastique a fait des dégâts et des victimes. Dès les années 70, et particulièrement dans les années 80, les démineurs vont être confrontés à plusieurs vagues d'attentats à la bombe d'une violence et d'une récurrence inédites. Pour toucher le maximum de civils, les terroristes n'hésiteront pas à piéger des voitures en plein Paris. 22 avril 1982 rue Marbeuf. Une voiture piégée explose devant le siège de l'hebdomadaire arabe pro-irakien Al-Watan Al-Arabi. Toutes les vitres sont soufflées dans un rayon de 300 mètres. Un mort, 63 blessés. Les véhicules piégés sont depuis toujours un moyen radical dont les terroristes se servent pour choquer l'opinion publique. Les voitures piégées, c'est le propre d'un combat asymétrique. Parce que les terroristes vont essayer de faire le maximum de dégâts avec le peu de moyens donc rudimentaires qu'ils ont. Un nouvel attentat a-t-il été déjoué à Paris? Une voiture bourrée de bouteilles de gaz a été retrouvée garée près de Notre-Dame de Paris. En ce moment plus que jamais, les démineurs sont entraînés pour répondre à ce genre de menaces. Ils sont appelés aujourd'hui dans le quartier Saint-Michel, un endroit très fréquenté par les touristes. Une voiture mal garée face à la faculté de médecine est inconnue des riverains. Les forces de l'ordre décident d'appeler l'équipe de déminage parisienne. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils laissent passer tout le monde là? Ils débloquent un peu là? Ouais, il faut tout bloquer, les voitures aussi là. Ouais. Faut bloquer les bagnoles là. Ouais. Elle est ouverte la Smart, tu me dis? Il ne faut surtout pas oublier le danger. On connaît les risques que l'on prend, donc il faut être conscient qu'à chaque fois, il y a du danger. Après, c'est un danger, je dirais, le danger est maîtrisé. Pour vérifier le contenu de la voiture, le démineur doit agir vite. Il décide d'aller face au danger sans tenue de protection pour gagner de précieuses minutes. La menace ne s'arrête jamais, elle évolue tout le temps, tous les jours, toute l'année. On le voit, hein, l'actualité parle pour nous. Donc nous, il ne faut pas qu'on s'arrête, il faut qu'on soit vigilant. Il ne faut pas qu'on se laisse déborder, il faut qu'on s'entraîne régulièrement, qu'on maintienne à jour nos acquis, qu'on se maintienne en forme.
Il va procéder à l'ouverture de la portière conducteur en positionnant une petite charge explosive sur la vitre avant. Madame, vous fermez votre fenêtre et vous allez tout au fond de votre appartement. D'accord? Je suis prêt au coup de sifflet, j'activerai. Les gars, attention! Les voitures piégées sont depuis plus de 30 ans une menace auquel les démineurs doivent faire face. Car il suffit de peu d'explosifs pour que la carcasse d'une voiture devienne une bombe à fragmentation géante. C'est pour ça qu'ils s'entraînent régulièrement sur ce type de scénario, pour mieux en comprendre les effets. Tous les tirs qu'on fera, on fera des comptes. De façon à ce que vous ne soyez pas surpris par les effets chaque fois. Ouais. 3, 2, 1... Les gars, attention! Le risque zéro n'existe pas, on le sait bien. Toute intervention est susceptible de conduire à une explosion prématurée. Donc il est certain que plus on s'approche de l'engin, plus on a de risques encourus lors d'une explosion accidentelle ou délibérée. Donc voilà, on a ouvert la voiture à l'explosif pour pouvoir avoir accès à l'intérieur. Et puis pour pouvoir la fouiller. Voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, si ça ne vous dérange pas. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est une intervention terminée au niveau de la rue de Danton. Nous avons utilisé de l'explosif RAS pour nous concernant le véhicule. Nous tenons à remercier les effectifs pour leur efficacité dans le périmètre. Merci. Des voitures suspectes sont visitées tous les jours par les équipes de déminage. Et c'est une intervention similaire survenue il y a plus de 30 ans qui a fait évoluer leur matériel. En 1982, donc le 21 août exactement, l'équipe de permanence du laboratoire central a été confrontée à un engin explosif qui a été placé sous le véhicule d'un membre de l'ambassade des États-Unis. Donc cet engin s'est détaché lorsque le membre de l'ambassade a pris son véhicule et a démarré, donc il s'est retrouvé au sol. Normalement, il aurait dû exploser. Toujours est-il que lorsqu'ils se sont approchés près de l'engin, celui-ci a fonctionné. Malheureusement, les deux personnes sont décédées. À partir de cet événement tragique, les méthodes et moyens des démineurs vont changer. Pour agir à distance, des robots d'intervention sur voitures piégées ou colis suspects vont être développés. Leur ancêtre vient d'Angleterre. Pendant 60 ans, l'armée britannique doit faire face aux attentats de l'IRA. Des robots venus de terrains militaires vont être adaptés aux zones civiles. Ils ne sont pas encore miniaturisés. Le plus connu s'appelle le wheelbarrow. Wheelbarrow en anglais, c'est une brouette. Et donc c'est assez cocasse. C'est une grosse caisse métallique très robuste avec une paire de chenilles et puis un bras manipulateur dessus qui avait des fonctions limitées. Bon, il était capable de porter un canon disrupteur et on le faisait fonctionner à partir d'un touret de câble qui traînait derrière lui. Et, voilà, mais c'était une machine assez lourde et comment dire, assez archaïque. Mais pouvoir tirer un coup de canon, d'amener un canon en haut à distance sans que ce soit un opérateur qui le fasse et de tirer un coup de canon en haut, c'était déjà une grosse avancée. L'électronique de ces robots évolue en continu et elle nous donne aujourd'hui des moyens de visualisation et d'intervention par le robot de plus en plus efficaces. Le robot utilisé par le laboratoire central s'appelle le Caméléon E. Son concepteur est une société française qui existe depuis 1936. Elle s'est fait connaître dans les années 60 grâce à la fabrication de toutes sortes d'équipements et de systèmes robotisés pour l'intervention en milieu hostile. Sonars, drones sous-marins ou encore robots destructeurs de mines font partie de la gamme qu'elle propose.
Les démineurs sont appelés pour une intervention sur un colis suspect, place Ballard. Une valise a été abandonnée près d'une banque. Sa taille et sa forme peu commune ne sont pas très rassurantes. Je vais demander du monde. Je demande du monde. Faut évacuer ça, Ah oui, évacuer en face. Sur Paris, sur les grandes agglomérations, on va vraiment tout faire pour évacuer les personnes au cas où la charge fonctionne, qu'il n'y ait personne de blessé. Ah, monsieur, venez par là. C'est fermé là-bas. Il y a une alerte à la bombe. On va passer. Les démineurs décident d'intervenir à distance à l'aide du robot. On sort le robot quand on sent que la situation est un peu plus sensible que d'habitude en fonction du lieu où on se trouve, en fonction de l'heure, en fonction de la densité de population, en fonction de beaucoup de choses. On va utiliser le robot. C'est pas mal là. Ça commence. Ils sont en train de vider le bar. Le robot, il a l'avantage d'être les mains et les yeux du démineur, en fait. C'est tout simplement ça. Il va nous permettre d'amener des yeux, donc des caméras, près du colis suspect, et d'amener un canon à eau, puisqu'on peut fixer des armes dessus, et une pince pour manipuler. Donc en fait, si on peut, si la situation, la configuration des lieux s'y prête, on enverra le robot avec le canon. Quand tu te mettras là, j'enlèverai la goupille après. De toute façon, tu vas pouvoir quasiment tirer comme ça, tu auras juste à déployer un petit peu. Vas-y, mets-toi en position. Tant que l'on pourra utiliser le robot à la première approche, on utilisera le robot. C'est beaucoup plus simple. On n'expose pas la vie du démineur, on a le robot pour intervenir. Tu vois, tu vas longer le mur de la banque et te mettre face à la valise et on va faire comme ça. C'est pas mal. Vu son gabarit, le robot ne résisterait pas à une déflagration. Le but de ce type d'appareil est de communiquer les informations aux démineurs restés à distance ou à neutraliser un paquet suspect en le faisant sauter au moyen d'un mini canon à eau. Ça tourne autour là, hein, regarde. Les gars! Il faudra attendre les années 2000 pour voir émerger un terrorisme d'un nouveau genre, religieux cette fois-ci. Des pays d'Europe comme l'Espagne ou l'Angleterre vont être la cible d'attentats à la bombe d'une rare violence. En 2015, la France va être visée par des terroristes prêts à tout, utilisant des méthodes jamais vues jusqu'alors. Ce qui est nouveau le 13 novembre, c'est que pour la première fois, on a eu des ressortissants, donc belges, français, occidentaux, kamikazes. Quand je dis kamikaze, c'est la présence de ceintures explosives. On a des individus qui, là pour le coup, ont pu disposer aussi de moyens qui sont des moyens militaires, hein, et de spécialistes ou d'artificiers, des gens qui ont une compétence dans ce domaine, des gens qui ont été se former soit sur des terrains où on est à la frontière justement de la guerre et du terrorisme, comme par exemple en Syrie et en Irak. Le fait que les terroristes soient quasiment systématiquement porteurs d'explosifs, en tout cas sur les dernières crises sur lesquelles on a eu à intervenir, modifie notre appréciation à la manière dont on a travaillé. Christophe Molmy est le chef de la BRI de Paris. C'est la brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire française. C'est cette brigade qui est intervenue lors de l'assaut de l'Hypercacher ou du Bataclan en 2015. La BRI siège au mythique 36 quai des Orfèvres à Paris. Cette prestigieuse unité d'enquête et d'intervention a intégré en 2008 4 démineurs spécialisés, les dépiégeurs d'assaut. Alors ces dernières années, on a beaucoup progressé et 2015 nous a permis d'aller beaucoup plus loin parce qu'on a débriefé ce qui s'était passé et on a appuyé encore plus sur la nécessité impérieuse d'avoir des piégeurs avec nous. Donc les dépiégeurs d'assaut participent à tous les exercices. On a tous été des mineurs, puis on a suivi une formation particulière pour être dépiégeurs. La différence entre le dépiégeur d'assaut et le démineur, c'est que le dépiégeur d'assaut travaille seul. Pas de binôme pour le dépiégeur d'assaut.
Les policiers d'élite se préparent pour un entraînement avec le dépiégeur d'assaut dans un lieu tenu secret. Le but de l'exercice d'aujourd'hui, c'est de faire une intervention dans un milieu clos avec une dimension explosive importante. Ok, la colonne se met en place. Le dépiégeur, il va effectuer une ouverture de cheminement le plus rapidement possible pour que le groupe tactique puisse aller directement sur la cible. 3, 2, 1, stop! L'appui fait en place. Le DEMBAC plus le bouclier se mettent en place devant la porte. Des piégeurs, c'est d'abord beaucoup de travail et du terrain. Et la méthode et l'expérience, ça donne l'instinct. Et l'instinct, ça c'est primordial également pour le métier de dépiégeur d'assaut. Le calme, malgré le chaos, c'est ça qu'on nous demande. Le dépiégeur d'assaut doit ouvrir une porte bloquée de l'intérieur à l'aide d'une barre d'explosifs. La quantité utilisée demande une manipulation précise. Il faut quelqu'un de solide, quelqu'un qui s'assume complètement puisqu'il se trouve tout seul devant la menace. Et également avoir un bon instinct qui permettra à tout le monde de s'en sortir vivant. Une fois la colonne d'assaut entrée, le scénario du jour met l'accent sur le travail de dépiégeage du démineur. Un engin explosif caché quelque part sur sa progression doit être découvert et désamorcé au plus vite. Le dépiégeur n'a pas de position fixe. Il va évoluer suivant l'atmosphère et l'environnement. Jusqu'à ce que l'assaut soit donné, tout se fait avec le plus de discrétion possible. Donc il faut travailler les réflexes, il faut travailler les gestes. Il faut que les gars dans la colonne sachent à quel moment ils se reculent pour laisser travailler le dépiégeur d'assaut. Donc il faut avoir confiance dans le dépiégeur, il faut savoir se situer par rapport à lui, que lui soit sous couverture quand il travaille, qu'ensuite il recule avec eux. Donc tout ça, c'est un ballet qu'il répète de façon extrêmement fréquente. On ne peut pas mener une intervention d'assaut sans se connaître, et se connaître entièrement, et avoir confiance les uns aux autres. Il faut quand même qu'ils soient très liés, parce que sur des opérations à haut risque, il faut que les gars sachent compter les uns sur les autres. Le fil presque invisible relié à la charge est coupé. L'engin fictif est neutralisé. La colonne peut continuer sa progression. Des entraînements comme celui-là, ils en ont 2 fois par mois pour maintenir leurs acquis et travailler leurs réflexes. Ce sont ces mêmes gestes et cette même concentration auxquels ils font appel lors de vraies interventions. Comme celle du Bataclan. 13 novembre 2015. Aux abords du Stade de France, 3 terroristes se font exploser. Une première équipe du laboratoire est appelée immédiatement. Quand une explosion a lieu, les démineurs sont là très vite sur place. Il faut toujours s'assurer de l'absence de risque de second colis, de surattentat. Donc il y a cet aspect de sécurisation qui est fondamental et donc la réaction à l'attaque doit être la plus rapide possible. Les démineurs vont vite chercher à récolter le maximum d'indices pour confirmer les méthodes employées par les terroristes. Ça leur a permis de constater qu'ils avaient été porteurs de gilets explosifs et donc tout de suite de nous répercuter
le fait qu'on risquait fort, lors d'un assaut, de se retrouver face à des terroristes porteurs du même type de gilet explosif. Ça, c'est quand même important de savoir à peu près où on va. C'est la première fois qu'en Europe et en France, la France fait face à des attentats kamikazes. En effet, d'autres attaques vont ensuite avoir lieu dans plusieurs rues de Paris. 3 individus mitraillent des terrasses de cafés et de restaurants. 2 d'entre eux prennent la fuite. Le 3e se fait exploser dans un café, le comptoir Voltaire. Le soir du 13 novembre, on est parti en binôme avec un de mes collègues. Donc on s'est retrouvé sur une des premières scènes d'attentat au comptoir Voltaire. À notre arrivée, c'était très confus, hein, beaucoup de pompiers, beaucoup de sang, une scène de crime, une scène d'attentat. Hein. Quand on est rentré dans le bar, on ne comprenait pas, puisqu'on pensait qu'il y avait eu des tirs, mais en fait c'était pas ça au comptoir Voltaire et il n'était pas identifié comme un terroriste. Les pompiers avaient commencé à faire les premiers soins sur lui, il avait les patchs du défibrillateur sur le corps. C'est qu'une fois qu'ils ont détecté quelques fils électriques qui sortaient de son blouson, qu'ils se sont dit qu'il y avait un problème. On a découvert que c'était un terroriste qu'en manipulant son engin explosif. C'est qu'à ce moment-là, donc, on avait le nez dessus, comme on dit, en fait. Dans la même rue, 200 numéros plus bas, au Bataclan, 1500 personnes assistent à un concert de rock, quand 3 hommes entrent et tirent dans la foule. Des spectateurs arrivent à s'enfuir. Mais les terroristes prennent la salle en otage. Dans ces cas-là, on a toujours le risque que les terroristes aient une consigne de se faire sauter. Donc en novembre 2015, il a fallu aller vite. En moins de 30 minutes, la BRI est envoyée sur place. Une discussion téléphonique leur indique que la négociation sera impossible. L'assaut est imminent. La colonne se met en place avec dans ses rangs un démineur des piégeurs. Sur le Bataclan, on avait des gens qui étaient donc avec des gilets explosifs, donc systématiquement des piégeurs d'assaut, avec la colonne d'assaut. À minuit 20, l'assaut est donné. Lors de l'assaut du Bataclan, c'est le dépiégeur d'assaut qui a conseillé les opérateurs en attirant leur attention sur le port d'un gilet ou l'attitude du terroriste qui pour lui, c'était plus objectif, cherchait à déclencher son gilet. 2 kamikazes se font exploser, un autre est abattu. On sait rétrospectivement qu'au Bataclan, le premier terroriste qui est touché par les collègues de la BAC Nuit est blessé et se fait sauter. Et lorsqu'on passe à l'assaut dans le couloir au Bataclan, le second est blessé et se fait sauter, et le 3e est neutralisé alors qu'il cherche son détonateur. Après l'intervention de la BRI au Bataclan, et une fois que les otages ont été évacués ainsi que tous les blessés, tout le monde a laissé la place aux démineurs de façon à ce qu'on puisse sécuriser la scène et qu'il y ait le minimum de victimes si jamais un engin venait à exploser pendant ce laps de temps. On a notre chef de gare qui est juste là. À l'intérieur du Bataclan, pendant la sécurisation, il n'y avait que des démineurs. Il faut être sûr que derrière, la zone soit claire quand on quitte les lieux. C'est ça notre travail. Donc il faut fouiller, il faut inspecter, il faut fouiller tous les sacs, fouiller les victimes, les terroristes, tout ce qui peut paraître suspect. Allez, les collègues aussi, hein. Les collègues aussi. Dans ce genre de situation, au début, il y a toujours quelques minutes de flottement, puisque c'est pas naturel de travailler dans ce genre de situation. Mais au bout de quelques minutes, 2-3 minutes, hein, on a tellement de choses à faire que le travail reprend le dessus. Après, on y repense de temps en temps, mais quand on est dedans, je veux dire, le protocole, les gestes et la technicité reprennent le dessus. On ne s'est pas rendu compte que ça avait duré 5 heures. J'avais l'impression qu'on était resté 2 heures dans le Bataclan et j'avais l'impression qu'il y avait une vingtaine de victimes. Le lendemain matin, la France accuse le coup. Et quelques mois plus tard, le bilan officiel fait état de 130 morts et 413 blessés. Les attentats du 13 novembre sont les plus meurtriers perpétrés en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils constituent une bascule en matière de lutte antiterroriste. L'avenir des démineurs est intimement lié à l'évolution des menaces terroristes. Ce métier,
reste l'un des plus dangereux au monde. La famille des démineurs a au cours des années payé un lourd tribut. Il y a 40 ans, il y avait très peu de tenues de protection, il n'y avait pas de robots, il y avait des tournevis et des pinces coupantes pour couper les fils. C'est des conditions d'intervention qu'on n'imaginerait plus aujourd'hui. On ne travaille plus du tout comme ça. Le progrès technique nous a vraiment aidés pour augmenter la sécurité du travail des démineurs. L'avenir du déminage, je le vois avec de plus en plus de matériel, de plus en plus de robots. Voilà, les nouvelles technologies vont nous aider, c'est sûr. Dans le futur, il y aura une lutte contre l'antiterrorisme. On participera beaucoup plus, sera beaucoup plus impliqué dans la sécurité, dans les interventions. Donc on sera toujours présent dans tous les grands événements qui se passent au niveau du territoire national. Que ce soit aidé de drones ou de robots de plus en plus miniatures, les nouvelles technologies vont sans doute permettre aux démineurs de réussir à encore mieux nous protéger. Mais il faudra toujours des hommes pour désamorcer à la main les engins explosifs. Des hommes qui veillent toujours en silence sur notre sécurité.